la TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa politique de moralisation de la vie judiciaire au Togo, elle rencontre les professionnels et les justiciables pour leur expliquer leurs droits et obligations. L'étape de Socodé de cette tournée nationale dans ce journal. Et ce soir, un invité sur ce plateau, le directeur général de l'ASECNA, un des plus gros fournisseurs de services de navigation aérienne. Bonsoir monsieur Mohamed Moussa. Bonsoir madame. L'institution que vous dirigez tient à Lomé cette semaine une rencontre statutaire, nous en parlerons, et aussi de comment l'ASECNA assure un espace aérien sécurisé pour la navigation. Et puis on connaît depuis samedi soir la Miss régionale, la Super Régionale 2018, c'est Rebecca Pouedou. Elle s'est démarquée des 14 autres candidates en lice pour les présélections du concours Miss Togo. Les temps forts à suivre dans cette édition vers la fin donc du journal. La campagne de vulgarisation de la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat et du guide des droits et obligations du justiciable se poursuit dans les différentes régions du pays. C'est pour expliquer le contenu de ces deux documents aux populations. Et justement, la délégation du Conseil supérieur de la magistrature a posé ses valises cette semaine à Socodé pour l'exercice. Le point avec la marque Beaujolais. Le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, face au double constat. D'une part, certains magistrats manquent gravement au respect des valeurs qui guident leurs fonctions et d'autre part, les justiciables ignorent leurs droits et obligations, procèdent à une vaste campagne de vulgarisation de la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat et du guide des droits et obligations du justiciable. Il s'agit de deux documents conçus par le CSM et adoptés par les magistrats pour moraliser et le magistrat et le justiciable afin de réduire les mauvaises pratiques qui gangrènent la justice togolaise dans son ensemble. Nous avons constaté que la justice est en train d'avoir des problèmes. Toutes les populations ont soif d'une justice juste et diligente. Mais le constat, c'est que les magistrats à eux seuls ne peuvent pas bâtir une justice crédible à la satisfaction de tous. Il faut l'implication de toutes les populations, de tous les citoyens. C'est ce qui nous a amené à élaborer les deux documents pour que les deux composantes de la société, magistrats, justiciables, puissent avoir la même information en termes de droits et devoirs. À savoir que les magistrats ont des devoirs, mais aussi des droits. Tout comme les citoyens et citoyennes ont des droits et des devoirs. Et donc c'est ensemble, la main dans la main, chacun respectant ses devoirs, chacun jouissant pleinement ses droits, que nous pouvons ensemble construire une justice qui permette la paix sociale, qui permette le mieux vivre ensemble. La grande campagne de vulgarisation de ces deux documents dans la région centrale a rassemblé préfets, chefs traditionnels, personnels des tribunaux, responsables d'ONG, d'associations et des organisations de la société civile. Elle s'inscrit dans la logique d'une synergie d'action entre magistrats et justiciables pour une justice de qualité au service du peuple. Et un autre conseil qui s'active sur le terrain, c'est l'interprofessionnel de la filière soja qui a été mise en place il y a quelques mois. À Atakpamé, les membres de ce conseil ont réfléchi sur des pistes à explorer pour mener à bien leur mission, parvenir à mieux orienter tous les maillons de la chaîne afin de booster davantage la filière soja. Sylvain Aboudou pour des précisions. Le conseil interprofessionnel de la filière soja, mis en place par le truchement du gouvernement à travers le cadre intégré renforcé, a pour ambition de soutenir les capacités techniques et productives de la filière afin d'améliorer le schéma de production et d'amener les producteurs à s'approprier les vraies méthodes devant booster ce secteur à fort potentiel. Quelques mois après son installation, tous les maillons de la chaîne, notamment producteurs, commerçants, exportateurs et transformateurs, évaluent le chemin parcouru.
pour définir des stratégies communes susceptibles d'organiser cette filière à travers un schéma bien structuré. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion, tous les maillons, de se réunir pour faire le bilan de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, de définir les perspectives, mais de beaucoup plus accentuer la question sur la contractualisation. Et donc pour voir comment on s'y prend par rapport à la campagne déjà en cours, quel est le mécanisme qu'on doit définir, quel est le schéma que nous devons essayer de définir qui va servir de base de contractualisation pour la campagne en cours et les campagnes à venir. La famille des producteurs attend que la commercialisation puisse être bien organisée pour que tout puisse marcher. Tous envisagent à travers l'interprofession travailler de concert pour plus de synergie d'action dans la production, la transformation et la commercialisation. Une manière de parvenir également à sécuriser la filière pour que chaque acteur en profite. Et sur le terrain, l'Office togolais des recettes va aussi à la rencontre de ses partenaires, les contribuables, dans le contexte de sa campagne sur les droits et obligations des contribuables. Le civisme fiscal donc qui s'invite dans la sensibilisation pour amener les populations à mieux comprendre les impôts et à les payer volontairement et à temps. L'étape de Djarkpanga avec la marque Ojona. L'OTR, l'Office togolais des recettes, une institution de mobilisation substantielle des recettes fiscales pour le financement du programme de développement économique et social du gouvernement. Il se propose d'être un office moderne et efficient de mobilisation des recettes capable d'assurer l'autofinancement des besoins nationaux. Une délégation de cette institution était il y a quelques jours pour sa première fois dans la préfecture d'Omo pour s'entretenir avec la population. Cette sortie de terrain à Djarkpanga a pour but de sensibiliser les contribuables sur le civisme fiscal. Nous sommes venus expliquer la discipline, les principes, les valeurs de l'Office togolais des recettes quand ça concerne les impôts, quand ça concerne la douane. Comment payer l'impôt, qu'est-ce qu'on fait avec l'impôt, comment dédouaner, qu'est-ce qu'il faut dédouaner et pourquoi on dédouane. Bref, c'est pour dire à la population de la plaine de Mo qu'il est bon de payer ses impôts parce que le bénéfice nous revient. La sensibilisation a permis d'expliquer à la population les missions et les valeurs de l'ETR et d'attirer l'attention des contribuables sur leurs droits et devoirs. Améliorer son système de communication interne et externe, l'ETR a mis en place une stratégie moderne de communication destinée à faciliter le contact avec les contribuables afin de les amener à un consentement volontaire à l'impôt et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et je vous l'annonçais en titre, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar tient son assemblée statutaire demain lundi à Lomé. C'est en 1959, à la veille donc des indépendances, que la SECNA a été créée pour gérer le trafic aérien sur le continent. Comment s'y prend-elle et comment s'adapte-t-elle à l'évolution du secteur? Élément de réponse dans ce dossier de Yves Agbevivi. À l'origine, 15 États d'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, d'Afrique centrale, de l'océan Indien et d'Europe, ont signé la Convention de Saint-Louis sur la navigation aérienne dans leur espace. De cette convention, signée le 12 décembre 1959, est née l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La SECNA, dont le siège se trouvait à Paris, décidera son africanisation en 1969 et c'est le début de la responsabilisation de cadres africains de l'aviation civile qui prennent progressivement le relais des coopérants français. Le siège de l'institution sera ainsi transféré à Dakar. De 15 au départ, la SECNA dispose aujourd'hui de 18 membres. Dirigée par un directeur général nommé au conseil d'administration après sa désignation par le comité des ministres de tutelle, la SECNA a enregistré des avancées et la dernière en date est l'adoption et l'expansion du contrôle radar du trafic aérien dans l'espace. Dans un premier temps, c'était la surveillance. Et depuis le 1er mars passé, nous sommes passés au guidage radar par 3 centres pilotes dont le Togo. Lomé, Cotonou et Tana ont passé au guidage radar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos centres sont équipés de radars et nos contrôleurs, au travers des écrans, peuvent voir le ciel
et voir les avions qui meuvent au sol comme en l'air. Donc ce que vous voyez, vous pouvez anticiper déjà sur des risques de collision, à part les 3 centres qui ont enclenché le guidage radar depuis le 1er mars. Il y a 10 autres qui ont commencé le processus et avant la fin 2019, tous les centres de la SECNA vont passer au guidage radar. Un saut qualitatif de la SECNA pour sécuriser l'espace qui lui est dévolu, vaste de 16 100 000 km², et depuis sa création, aucun accident lié à l'institution. Et pourtant, le trafic est dense. En 2008, la représentation nationale de la SECNA a géré 10 812 mouvements. En 2017, 13 646 et jusqu'en juin de l'année en cours 2018, 6 307 mouvements déjà. La SECNA gère les mouvements des aéronefs. Donc de leur décollage jusqu'à leur atterrissage, il faut qu'ils aient une sécurité parfaite, sans collision, sans risque d'accident ou d'incident. Elle a développé des équipements et des services, n'est-ce pas, la communication, puisque ce n'est pas la communication que le sol et l'air s'entendent. Les services de la météorologie aussi ont été développés, parce qu'au décollage comme à l'atterrissage, les équipages ont besoin, n'est-ce pas, du temps qu'il fait pour adapter leur procédure d'atterrissage ou de décollage. On a développé aussi des équipements électrotechniques, tels que les centrales électriques, pour pouvoir permettre le décollage et l'atterrissage en mauvais temps et de nuit. Parce que lors des atterrissages, nous ne faisons pas atterrir nos avions par l'énergie de la ville, parce que nous ne sommes pas responsables de la pérennité de cette énergie. Si nous ne dépendons que d'eux, à tout moment ça peut couper sans que nous ne sachions. Donc systématiquement, nous faisons atterrir nos aéronefs par notre propre énergie. Une performance née des innovations et des dispositions idoines qu'ont eu à prendre les dirigeants de l'agence et dont l'une est l'accent mis sur la formation. Le personnel, en grande partie, est formé par nos propres écoles. La SECNA aujourd'hui dispose de 3 principales écoles. La première qui forme des ingénieurs, des techniciens supérieurs et des techniciens. Elle se trouve à Niamey au Niger. Et la deuxième école principale aussi, l'école régionale de sécurité incendie, qui est implantée à Douala. Et la troisième école se trouve au Sénégal, à Dakar, tournée vers le tertiaire. Avec ses 32 aérodromes répartis dans ses 18 pays membres, la SECNA a déjà géré 585 234 vols en 2018 avec 5 336 agents. L'institution qui se veut évolutive se prépare à d'autres décisions importantes aux réunions statutaires qui se tiendront du 23 au 27 juillet dans la capitale togolaise sous la 6e direction, celle du Nigérien Mohamed Moussa, désigné en novembre 2016 à Bamako. Et justement, Mohamed Moussa sur notre plateau, directeur général de la SECNA. Bonsoir monsieur Mohamed Moussa. Merci d'être sur le plateau du journal de 20h ce soir de la télévision togolaise. Eh bien, c'est dit dans le sujet, cette semaine, la réunion à Lomé, le 27 précisément, le comité des ministres. Quel est l'enjeu de cette session-là? Merci. Cette session, effectivement, revêt une importance capitale. Alors, il y a plusieurs sessions dans la session. Nous commençons d'abord par les réunions de ce que nous appelons les commissions du Conseil, dont la plus importante, évidemment, c'est la commission chargée de la sécurité. Et par la suite, nous avons la commission du Conseil qui s'occupe des autres aspects, notamment comptables et financiers. Donc, dès lundi, demain, ces commissions vont commencer à travailler, puis viendra le conseil d'administration, le 25, et enfin, nous clôturons avec le comité des ministres qui se réunit le 27. Et évidemment, d'importants sujets vont être abordés, notamment au comité des ministres. La SECNA est aujourd'hui vieille de 59 ans. Elle est née avant les indépendances de nos États. Et donc, nous sommes dans un processus d'amélioration du système de gouvernance de l'agence. C'est à ce titre que cette année, les ministres auront à examiner le fonctionnement même du comité des ministres, de 18 États membres, vous comprenez, c'est une grande assemblée.
De l'autre part, ils vont jeter les bases d'amélioration des mécanismes de mise en place des organes de gouvernance. Ce sont donc des sujets les plus importants qui vont être abordés ici à Lobé. C'est cela. Alors, vous êtes à la tête de la SECNA depuis janvier 2017, année à laquelle la SECNA a adopté, c'était à Antananarivo, un plan d'orientation stratégique avec de grandes ambitions. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui avec les axes de ce plan d'orientation pour cette institution? Je vous remercie. Là, effectivement, c'est une question majeure parce que quand on est candidat pour diriger une grande organisation comme celle-là, il faut effectivement avoir un plan pour diriger cette organisation. Moi, j'ai eu le plaisir, donc en juillet passé, de présenter au comité des ministres un plan d'orientation stratégique portant sur le développement de fourniture de services de navigation aérienne. C'est un plan ambitieux qui a été prévu de 2018 à 2032. Et donc prend en charge la situation actuelle des besoins et la vision future de l'organisation. Ce plan d'orientation stratégique est mis en œuvre à travers ce que nous appelons des plans de services et d'équipements qui, eux, se déclinent par période de 4 ans. Et donc là, je suis dans la première phase de mise en œuvre de ce plan d'orientation stratégique. La mise en œuvre le budget voté pour la mise en œuvre de cette première partie sur 4 ans a été de 400 milliards de francs CFA. Et à la date d'aujourd'hui, je serai très heureux d'annoncer au ministre que le financement est totalement acquis pour mettre en œuvre cette première phase. C'est cela. C'est cela. Et on sait que l'Union africaine aussi a lancé en janvier dernier le marché unique du transport aérien en Afrique pour lequel le chef d'État togolais, Faure Gnassingbé, a été désigné champion. En quoi est-ce que la SECNA, dans quelle mesure la SECNA peut aider pour contribuer à la mise en œuvre effective et réussie de ce marché unique? Effectivement, la SECNA était présente, j'étais moi-même présent. C'est là une mission essentielle que l'Union africaine a confiée à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et évidemment, il appartient à une organisation comme la SECNA, qui est la grande famille de l'aviation civile auquel le Togo appartient et est membre fondateur, d'apporter tout son concours à la réussite de cette mission. C'est à ce titre que, parallèlement à la conduite de la mise en place d'un marché unique du transport en Afrique, il faut penser la fourniture de services de navigation aérienne également à la dimension africaine. C'est à ce titre d'ailleurs que le comité des ministres qui va se réunir va se prononcer et apporter tout le concours possible et charger la SECNA d'apporter son concours à la réalisation et à l'atteinte de cet objectif qu'on a confié à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Du Togo. Et justement, qu'est-ce que la SECNA a réalisé au Togo déjà au cours de ces dernières années? Alors, la première chose la plus importante que la SECNA a réalisée au cours de ces dernières années, c'est l'organisation de l'espace aérien togolais. Depuis les indépendances, ce n'est qu'il y a 4 ans que concrètement, nous avons réussi à faire en sorte que le Togo gère réellement son espace aérien. Et de ce point de vue-là, évidemment, tous les moyens nécessaires à la gestion sûre de l'espace aérien ont été mis en place. Vous avez entendu le représentant de la SECNA au Togo, il vous dit que vous êtes déjà le premier pays qui est passé au guidage radar. Et indépendamment du guidage radar, ici nous disposons de tout ce qui est nécessaire comme moyen de communication. Vous savez que la SECNA a un réseau de télécommunications qui permet de communiquer avec les avions. C'est le plus vaste réseau du monde. Il fait 168 stations terriennes et 128 stations terriennes, et implanté sur 4 continents. Et donc le Togo aujourd'hui joue un rôle charnière entre les espaces gérés par la SECNA et des espaces voisins importants, notamment l'espace du Ghana d'un côté et l'espace du Nigeria de l'autre. Ce qui fait que, par exemple, nous avons été obligés d'accélérer le guidage radar parce que comme ça, nous allons améliorer et augmenter le volume de l'espace aérien grâce à des moyens techniques. Et donc, les avions pourront avoir des durées de des termes de séparation plus courts. Voilà. Donc, le guidage radar est en place, les moyens de communication sont en place. Nous avons une politique de personnel qui est extrêmement intéressante, comme vous le savez. Et donc, le Togo jouit pleinement de son rôle de membre de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne. Il y a joué un rôle important depuis 1959 et le Togo donc va bientôt prendre les rênes pendant toute une année du fonctionnement de l'agence. Parce que, comme vous le savez, le système est tournant. Et donc cette année, c'est au Togo que reviendra le privilège de présider le comité des ministres de la SECNA. Ok, c'est cela. Et on aime souvent dire que quand on prend un avion, c'est pour arriver à bon port. La SECNA aujourd'hui nous rassure que l'espace aérien est sûr pour la navigation en Afrique et à Madagascar. Absolument. La SECNA veille
sur un espace de 16 millions de kilomètres carrés. Nous venons de réaliser cette prouesse de vouloir passer au guidage radar, donc d'être aux mêmes normes que les Européens et les Américains. Nous venons également de lancer un nouveau système qui nous permet de contrôler nos avions sur 16 millions de kilomètres carrés grâce à un équipement, une sorte de radar, mais c'est un radar satellite. Donc nous venons de conclure cet accord avec une entreprise américaine qui fait que très bientôt, les équipements sont déjà installés. Les contrôleurs de l'ASECNA pourront voir un espace où qu'ils se trouvent dans les 16 millions de kilomètres carrés et même au-delà. Donc la sécurité ne fait que se renforcer. L'autre élément, c'est que nous avons compétit pour avoir un projet, le plus grand projet certainement de navigation aérienne, qui est un projet conclu entre l'Union européenne et l'Union africaine, et c'est l'ASECNA qui a été choisi pour le mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle le projet SBAS. Initialement, c'était parti à ASECNA, mais maintenant, nous voulons une ambition continentale. Ce sera donc un SBAS ASECNA, avec notamment la vision que j'ai amenée à l'agence d'un ciel unique pour l'Afrique. Et ce projet, c'est certainement l'un des plus grands projets, parce qu'enfin, l'Afrique va avoir un opérateur satellite pour pouvoir améliorer la sécurité de navigation aérienne. Et la SECNA est heureuse d'avoir remporté cette compétition. Mais des défis qui subsistent toujours, on présume. Les défis sont importants. Le premier défi, c'est d'avoir la qualité de service. Nous venons, par exemple, de réaliser la prouesse d'être certifié ISO 2015, version 2015 pour l'ensemble des activités de la SECNA. Les défis majeurs également consistent à rester collés à l'actualité, parce que vous savez, dans le domaine de l'aéronautique, les moyens technologiques évoluent très vite, et donc la SECNA doit être capable de suivre ce mouvement et de ne plus accuser un retard technologique par rapport aux fournisseurs de services de navigation aérienne des autres continents. Mais actuellement, le seul retard que nous avions réellement, c'était ce système SBAS, parce qu'actuellement, il n'y a que 3 continents qui sont équipés de ce système. Et l'Afrique sera donc le 4e, grâce au fait que la SECNA a reçu la responsabilité de mettre en œuvre ce dispositif, qui sera un dispositif pour le continent africain. C'est cela. Et donc, le Togo choisi pour abriter cette rencontre statutaire, et le Togo qui présidera le comité des ministres. Pourquoi le choix du Alors, le choix du Togo, c'est un choix réfléchi. Vous savez qu'à la SECNA, nous sommes 18 États membres. En général, c'est les États qui, en fonction des responsabilités importantes qu'ils assument dans le domaine de l'aviation civile d'une manière générale, requièrent cette mission de pouvoir assumer des responsabilités. Donc le Togo a volontairement choisi d'assumer ses responsabilités. Il l'a exprimé à tous les États membres qui ont accepté à l'unanimité de confier cette mission au Togo cette année. Alors, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a une double mission extrêmement importante en matière d'aviation civile. Il est le champion pour le marché unique de transport aérien africain. Et aujourd'hui, il a la SECNA avec lui, avec les grands projets que je viens d'annoncer, et qui tous vont prendre leur envol justement à partir de l'année prochaine. C'est cela. Voilà. Donc le Togo va jouer un rôle important dans l'évolution qui va s'opérer en matière d'aviation civile. Et de sécurité aérienne. De sécurité aérienne d'une part, mais également de transport aérien, parce que c'est 2 domaines qui vont ensemble. Si nous pensons déjà à un marché unique de transport aérien, nous devons penser, comme je l'avais proposé, à un ciel unique pour l'Afrique. Il faut que nous ayons les mêmes règles, il faut que nous nous harmonisons, il faut que nous favorisons l'interopérabilité, la connectivité. Et tout cela, aujourd'hui, repose sur les épaules du chef de l'État du Togo. C'est cela. Ben merci de nous C'est moi qui vous remercie, madame. Ce défi-là. Merci d'être passé sur ce plateau. Monsieur Mohamed Moussa, directeur général de la SECNA, qui tient, comme on l'a dit, à Lomé cette semaine, une réunion statutaire dès demain, et le 27, le comité des ministres. Très belle soirée à vous. Et ce journal se poursuit dans l'actualité à l'étranger en bref et en images. Au Mali, à quelques jours de l'élection présidentielle, la polémique continue autour du fichier électoral et des risques de fraude. Vendredi, l'URD, le parti du principal candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, annonçait l'existence d'un fichier électoral parallèle avec potentiellement des électeurs et des bureaux de vote fictifs. Et le lendemain, en coulisses, des rencontres et des tractations se sont poursuivies. Le camp présidentiel dénonce une surenchère de l'opposition.
Et dans de retour à Lomé, bientôt sur vos écrans, un programme de télé-réalité axé sur la culture de l'excellence et la recherche d'emploi. Carrefour de l'emploi, c'est son nom, et il est porté par le cabinet Global Management and Youth Youngs Challenge. Les contours ont été livrés samedi à la presse. On voit cela avec Yves Agbevivi. L'incompréhension, on peut attribuer la faute qu'à sa propre. Renforcer la capacité des jeunes et favoriser leur insertion progressive à travers l'émission télé-réalité Carrefour de l'emploi. Un programme destiné à aider les jeunes à se prendre en charge de façon à réduire le chômage au Togo. Le principe consiste à mettre en exergue le savoir-faire nécessaire aux jeunes chercheurs d'emploi par une simulation d'entretien d'embauche télévisé. L'initiative du cabinet Global Management and Youngs Challenge s'inscrit dans le cadre du programme de valorisation des talents et compétences des jeunes pour l'emploi au Togo. Nous voulons en quelque sorte, vu qu'aujourd'hui sur le monde de l'emploi, il y a une rupture de confiance sur la question de compétences entre le jeune demandeur d'emploi et les recruteurs. Nous voulons d'abord faire renaître cette confiance dans ce climat professionnel en démontrant aux patrons d'entreprise quand même qu'il y a des compétences qui sont à exploiter. C'est un projet qui s'inscrit dans un cadre de télé-réalité qui consiste à effectuer des simulations d'entretien télévisés suivant un processus afin d'éveiller en quelque sorte la conscience des jeunes qui ont des talents qu'il faut extérioriser et aussi amener les jeunes à se consacrer régulièrement à leur quête d'emploi. Donc à l'interface, il joint un certain nombre de dossiers que nous allons étudier en collaboration avec nos partenaires et pouvoir sélectionner les meilleurs profils et les préparer à une formation d'abord gratuite et ensuite les faire passer à des séances de simulation d'entretien qui seront télévisées et diffusées. Personnalité, capacité et motivation constituent les différents critères sur lesquels les candidats au programme seront évalués. À travers ce projet, premier du genre, le cabinet Global Management and Youngs Challenge veut accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion de l'emploi des jeunes au Togo et les conditions de participation sont simples. Les inscriptions commencent dès ce lancement, donc le candidat devra s'inscrire via son numéro court et son téléphone en envoyant son nom et prénom au numéro court de Togo cellulaire au 75 67 et il reçoit automatiquement un code qui lui permet de poursuivre son inscription sur la plateforme du projet. Donc pour cette première édition 2018-2019, nous commençons jusqu'en juillet 2019. Donc pour la première édition et la deuxième édition se renouvellera automatiquement. Global Management and Youngs Challenge poursuit 7 objectifs en faveur des jeunes, notamment former, promouvoir, valoriser, encourager la culture de l'excellence, éduquer à travers les émissions, faire le suivi et accompagnement et enfin favoriser l'insertion. Il y a un jeune L'union est semée sur chaque bout du territoire pour la République. Le Parti UNIR a installé ce dimanche ses bureaux de base dans la commune de Baie-Centre et dans les cantons d'Aflaougakli et Sagbado. Ces représentants locaux du parti ont la charge de répandre les idéaux et de promouvoir les projets du parti autour d'eux. Le compte rendu avec Trinité Kelelem et Dodo Waré. Ils ont pris l'engagement de porter haut le flambeau des idéaux de paix et de développement du parti UNIR, Union pour la République. Ces comités de base et bureaux communaux de Baie-Centre, d'Aflaou Sagbado et Gakli sont investis pour travailler à l'enracinement du parti dans toutes les contrées du Togo. Ensemble avec les militants et sympathisants, ils vont faire face aux défis communs, ceux de prôner la non-violence, le vivre ensemble, l'unité nationale et le développement du pays. Nous avons déjà décliné un plan d'action, mais dans l'ensemble, ce qu'il faut faire, c'est des campagnes de mobilisation, des campagnes de formation et de sensibilisation. Nous venons d'être installés par notre parti UNIR pour l'accomplissement ou encore une complémentarité de ce qui se fait avant. Premièrement, nous allons œuvrer pour rendre visible les réalisations du gouvernement. Deuxième aspect, c'est de redynamiser les activités politiques dans les 26 villages.
Les premiers responsables du parti UNIR veulent ainsi doter le parti des instances à même d'asseoir des stratégies pour la conquête de l'électorat. Je voudrais dire à ceux qui ont été désignés à la tête de ces comités qu'ils peuvent compter sur tous les militants du parti et nous exhorter, nous tous, à travailler, même si on n'est dans aucun bureau. Nous devons travailler pour gagner. Au regard des défis à relever sur le terrain, les membres des comités mis en place sont appelés à une synergie d'action pour une réelle appropriation des idéaux du parti et expliquer aux populations les différents projets de développement du chef de l'État. Nous devons nous mobiliser encore davantage. Que ce soit à Bessantre ou à Flaou Sabado et Gakli, la vice-présidente du parti UNIR de la zone d'Agwenive, Ibrahima Memounatou, a rappelé aux nouveaux membres les valeurs et principes du parti et les a exhortés à travailler avec humilité, loyauté, dévouement et abnégation pour la victoire du parti et surtout pour la paix, le développement et le bien-être de la population. 23 juillet 2017, 23 juillet 2018, un an que 6 humoristes togolais malheureusement ont été arrachés à l'affection de leur public. Folo, Abasco, Ousmane, Chozo et Pierre de Gaffo et Jacqueline. Ce dimanche, à la paroisse Jésus-Bon Berger d'Agoé à Siyeye, parents, amis et familles des artistes du Togo ont célébré une messe d'action de grâce pour le repos de leur âme et leur rendre hommage encore une fois. On voit cela avec Augustin Kossi. Les souvenirs s'effacent difficilement et les regards sont toujours empreints de regrets. C'est l'image d'une famille, d'une communauté, d'un peuple qui se souvient encore des 6 humoristes disparus il y a un an. Agbasco, Folo, Ousmane, Chozo et Pierre de Gaffo et Jacqueline, fauchés dans la fleur de l'âge, ils demeurent toujours dans le cœur de ceux et celles qu'ils avaient longtemps égayés sur cette terre. Au cours de cette messe d'action de grâce, proches, amis et familles des humoristes du Togo ont imploré la clémence de Dieu pour qu'il leur accorde le repos éternel. On a organisé cette messe pour se souvenir de nos frères et sœurs disparus et pour les remettre encore dans la main du Seigneur. La douleur là, on ne peut jamais dire que ça va effacer, mais c'est avec l'aide de Dieu. Le rappel de Dieu, de ses amis, doit constituer maintenant une force pour nous de faire renaître l'humour. Les familles se sont réunies pour rendre une fois encore un hommage à nos amis, nos frères disparus. Donc c'est un grand plaisir pour nous de venir ensemble soutenir la famille. Parce que les humoristes qui sont disparus faisaient partie de la famille des humoristes. Donc aujourd'hui, nous sommes là, pas seulement pour pleurer, mais pour dire merci, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Ces 6 acteurs de la culture togolaise ont trouvé la mort dans un accident tragique de circulation au moment où ils revenaient d'un spectacle d'humour. Une prière de circonstance a été dite pour qu'ils trouvent consolation dans la félicité éternelle. Et plus gai, Rebecca Pouemdou a été sacrée Miss Super Régionale à Lomé samedi soir. Elle s'est illustrée par son talent, sa beauté, parmi les 14 candidates à ce concours organisé chaque année par le comité Miss Togo. La grande finale est prévue pour le 25 août prochain au Palais des Congrès de Lomé. Le film de cette soirée de présélection régionale avec Badaria Chakala et Carmen Madjé Akapu. C'est une soirée qui a tenu toutes ses promesses. Les 30 candidates retenues par le comité Miss Togo pour les super régionales plateaux et maritimes rayonnaient d'une beauté exceptionnelle à couper le souffle. Le choix n'a donc pas été facile. Mais au bout de 3 heures d'horloge, le jury met fin au suspense. Miss Super Régionale Lomé, candidate numéro
Rebecca Pouemdeu Pinyong, 20 ans, 1,73 m, étudiante en communication des entreprises et sacrée Miss Super Régionale Lomé 2018. Je suis très heureuse parce que pour moi c'est un rêve qui se réalise. C'est le commencement de la réalisation de mon rêve d'enfance. Pour la couronne de Miss Togo 2018, je compte vraiment redoubler d'efforts et la remporter. Plusieurs critères ont contribué au choix de la Miss Super Régionale Lomé 2018 selon le jury. La finesse dans les prestations, la beauté et l'élégance, tout a milité en faveur de la Miss. Ça n'a pas été facile parce que les 30 candidates étaient toutes belles, toutes jolies et toutes présentables. Toutes pouvaient prétendre à la couronne. Mais on a essayé de notre mieux de faire le choix de la candidate numéro 22, qui fut à la fin la candidate du public, qui présentait quand même une beauté physique, plastique, acceptable. La prestation au niveau de l'interview était également louable et également la danse traditionnelle était quand même très bien. À part la Miss Essai Dauphine, Ina Maeva Aziglosu et Isha Batu Nyongbo, 12 autres candidates ont été retenues pour la grande finale prévue pour le 25 août prochain au Palais des Congrès de Lomé. Le comité Miss Togo promet au grand public une soirée inédite, du jamais vu. Ce sera certainement une soirée que vous n'avez jamais vue qui précède les 25 ans du comité national Miss Togo. Nous essayerons de faire des touches spéciales pour vous permettre de vous attendre à une soirée des 25 ans du comité. C'est avec un grand plaisir et un soulagement que nous terminons les super régionales. Qui s'est plutôt très bien passé et je suppose que la finale nous donnera aussi le même résultat. Les 15 candidates retenues à Lomé vont donc s'ajouter aux 7 autres retenues la semaine dernière à Kara. La conquête de la prestigieuse couronne de Miss Togo est donc lancée. Qui sera Miss Togo 2018? Rendez-vous le 25 août prochain au Palais des Congrès de Lomé. Et nous ne saurons manquer ce rendez-vous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paca. Très belle soirée et à très bientôt.